Angleterre, 1845. La lumière du matin filtrait à travers les lourds rideaux de damas de la chambre à coucher de Lady Eliza Blackwood, jetant une douce lueur sur la jeune femme qui se tenait devant sa psyché, le poids d'un destin funeste pesant sur ses frêles épaules. Le reflet qui la dévisageait révélait un visage magnifique mais affligé, encadré par de riches cheveux auburn, ses yeux d'émeraude assombris par la résignation, plutôt qu'illuminés par l'anticipation nuptiale comme ils auraient dû l'être le jour de son mariage. Martha, sa femme de chambre depuis l'enfance, travaillait silencieusement derrière elle, fermant l'interminable rangée de boutons de perles qui couraient le long du dos de la somptueuse robe de mariée ivoire, un vêtement qui ressemblait plus à un linceul à chaque instant qui passait. Lord Blackwood avait clairement exprimé ses attentes 3 mois auparavant en annonçant ses fiançailles avec le baron Harrington, un homme de 40 ans, son aîné, dont la réputation de cruauté se propageait dans les conversations chuchotées des salons de Londres. Le mariage n'était pas un choix, mais une nécessité, un sacrifice exigé d'Eliza pour sauver sa famille de la ruine financière provoquée par les investissements téméraires et les dettes de jeu de son père. Le trousseau élaboré, la cérémonie somptueuse, les centaines d'invités aristocratiques qui arrivaient déjà en bas, tout cela n'était que des artifices dorés pour dissimuler ce qui était essentiellement la vente d'une fille pour payer les dettes d'un père. Eliza croisa le regard compatissant de Martha dans le miroir, alors que la domestique posait le délicat voile de dentelle sur ses boucles auburn soigneusement arrangées. « On se croirait plus à un enterrement qu'à un mariage » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence oppressant de la pièce. Les doigts de Martha s'immobilisèrent un instant sur le voile, ses yeux reflétant une compréhension partagée de la vérité de ses mots. La belle matinée de printemps, au-delà de la fenêtre, semblait une cruelle moquerie, le chant joyeux des oiseaux et le soleil contrastant avec la désolation qui régnait dans le cœur d'Eliza. Elle avait autrefois rêvé du mariage comme la plupart des jeunes femmes, avec l'espoir et les notions romantiques d'amour et de partenariat, mais ses rêves s'étaient d'abord flétris sous la dévastation silencieuse du retrait inexplicable de Sebastian Thornfield de sa vie 2 saisons auparavant, et gisaient maintenant complètement écrasée sous le poids de l'ordre de son père. Dans moins de 2 heures, elle prononcerait des vœux la liant pour la vie à un homme dont la simple présence lui donnait la chair de poule, dont les yeux chassieux s'attardaient trop longtemps sur sa jeune silhouette, dont les lèvres minces se courbaient en une possession satisfaite chaque fois qu'il la regardait. Les pas de Lord Blackwood résonnèrent dans le couloir, s'approchant pour escorter sa fille jusqu'à la calèche qui l'attendait pour la conduire à la chapelle Saint-Georges et à son futur époux. Eliza redressa le dos et leva le menton, se cuirassant contre les larmes qui menaçaient de couler. Elle ne donnerait pas à son père la satisfaction d'être témoin de sa détresse, ni n'arriverait à son mariage les yeux rougis. Si tel devait être son destin, elle l'affronterait avec la dignité qui convenait à une dame de son rang, même si chaque fibre de son être criait silencieusement sa protestation contre l'avenir qui se refermait sur elle avec l'inexorabilité de barreaux de fer. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. La chapelle Saint-Georges. La cérémonie se déroule tandis que l'élite de Londres murmure derrière des éventails. Eliza remarque la silhouette imposante du duc Sebastian Thornfield se tenant à l'écart de la foule, grande, les cheveux sombres, avec des yeux gris intenses. Leurs regards se croisèrent un instant, provoquant un battement inattendu dans sa poitrine. Sébastien l'avait courtisée 2 ans auparavant, mais s'était mystérieusement retiré, la laissant le cœur brisé.
Sa présence maintenant semble un cruel rappel de ce qui aurait pu être. Le baron Harrington, de 40 ans, son aîné, siffle en récitant ses vœux, tandis que Sébastien observe avec un mépris à peine dissimulé. La chapelle Saint-Georges était resplendissante dans la lumière du matin. Ses arches gothiques s'élevant vers le ciel, tandis que des centaines d'invités aristocratiques remplissaient les anciens bancs, une mer de robes de soie et de tenues de cérémonie bruissant sous le plafond voûté. Eliza remonta l'allée au bras de son père avec une grâce étudiée, qui démentait la douleur creuse dans sa poitrine, les yeux fixés sur la silhouette âgée qui l'attendait à l'hôtel, la mince charpente du baron Harrington, drapée dans des vêtements coûteux qui ne pouvaient dissimuler la fragilité de ses 70 ans. Alors qu'elle prenait place à côté de son époux, les murmures subtils derrière les éventails ornés de bijoux parvinrent à ses oreilles. L'élite de la société londonienne, spéculant sur la disparité évidente de l'union, le gaspillage de la jeunesse et de la beauté sacrifiée à l'âge et à la richesse. C'est alors qu'une prise de conscience troublante attira son regard involontairement vers le fond de la chapelle, où une grande silhouette se tenait à l'écart de la foule, ses larges épaules et sa prestance imposante reconnaissables avant même que ses yeux ne confirment ce que son cœur savait déjà. Le duc Sebastian Thornfield observait la cérémonie avec une intensité qui semblait percer l'air même entre eux, ses cheveux sombres rejetés en arrière dégageant des traits qui hantaient encore ses rêves, ses yeux gris rencontrant les siens à travers la chapelle, avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Le battement inattendu dans sa poitrine la trahit, un rappel perfide de sentiments qu'elle s'était efforcée d'enterrer depuis qu'il avait retiré sa cour 2 ans auparavant sans explication, la laissant déconcertée et le cœur brisé. Sa présence maintenant semblait une tournure du destin particulièrement cruelle, la forçant à affronter le souvenir d'une affection sincère tout en s'engageant dans une union sans amour. De quel droit assistait-il à sa reddition? Se tenait-il en juge silencieux alors qu'elle faisait ce que la nécessité exigeait? La cérémonie se poursuivit sans relâche, tandis que le vicaire psalmodiait les mots anciens qui la liraient au baron Harrington, dont la respiration se faisait en sifflements audibles alors qu'il répétait ses vœux, sa main parcheminée, froide et sèche, agrippant la sienne avec une insistance possessive. Eliza prononça ses propres réponses par cœur, se sentant déconnectée des mots qui scellaient son avenir. Sa vision périphérique, traîtreusement consciente de Sébastien changeant de posture. Le léger serrement de sa mâchoire visible même à cette distance. Elle se demanda avec une vague de ressentiment amer s'il était venu satisfaire une curiosité perverse pour assister à l'aboutissement du chemin sur lequel son rejet l'avait placé. Le baron acheva ses vœux avec une toux rauque qui attira les regards inquiets des plus proches, mais ses yeux bleus larmoyants brillaient de triomphe lorsque le vicaire les déclara mari et femme. Alors qu'Eliza se tournait pour faire face à l'assemblée au bras de son nouveau mari, son regard fut de nouveau inexorablement attiré par Sébastien, dont l'expression s'était durcie en un mépris à peine dissimulé, alors qu'il regardait le baron lui tapoter la main avec une satisfaction propriétaire. Quelque chose passa entre eux à ce moment-là. Une communication tacite qui souleva en Eliza des questions qu'elle croyait depuis longtemps résolues. Puis l'orgue gronda, et elle descendit l'allée, devenue la baronne Harrington, l'anneau lourd à son doigt, et Sebastian Thornfield, une silhouette rigide dans son sillage, un fantôme de possibilités qui n'avait pas sa place dans la vie qui s'étendait devant elle comme une plaine infinie et stérile. Le manoir de Blackwood flamboyait de lumière, sa grande salle de bal transformée pour le festin de noces, tandis que des centaines de bougies illuminaient la mer de visages aristocratiques qui entouraient Eliza à la table d'honneur. Elle était assise, rigide, à côté du baron Harrington, la lourde alliance en or à son doigt, semblant alourdir tout son corps alors qu'elle poussait nonchalamment la nourriture dans son assiette. Incapable de simuler le moindre appétit,
malgré les mets somptueux servis aux invités. Le baron ne semblait pas remarquer sa détresse, trop occupé à accepter les félicitations et à consommer des quantités alarmantes de vin, ses lèvres minces tachées de pourpre, tandis qu'il parlait fort à Lord Blackwood des plans de chasse pour l'automne dans son domaine, où Eliza serait bientôt maîtresse. L'interminable procession de bienfaiteurs avait commencé à se confondre lorsqu'une voix familière traversa sa conscience, la faisant lever brusquement les yeux vers le visage qui lui avait été autrefois plus cher que tout autre. Le duc Sebastian Thornfield se tenait devant eux, sa tenue de cérémonie accentuant la puissante largeur de ses épaules, son expression soigneusement neutre alors qu'il s'inclinait devant les nouveaux mariés. « Je vous souhaite tout le bonheur possible, Lady Harrington, bien que je doute que vous le trouviez dans cette union, » dit-il, la tension sous-jacente dans sa voix profonde, démentant les félicitations conventionnelles. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'un sens qui glaça le sang d'Eliza, même si le baron se hérissa visiblement à côté d'elle, ses yeux larmoyants se plissant de mécontentement face à l'insulte à peine voilée. Harrington répondit par un rire sifflant qui ne parvint pas à masquer son agacement, tirant Eliza possessivement plus près de lui avec une main qui lui serrait le bras trop fort. « Vous vous oubliez, Thornfield. Ma femme a obtenu un titre et une fortune que la plupart des jeunes dames envieraient. Elle ne manquera de rien sous ma protection. » Quelque chose de dangereux brilla dans les yeux gris de Sébastien, au mot « protection », mais son visage resta impassible alors qu'il inclinait la tête en signe de reconnaissance sans concéder le point. En se retournant pour partir, sa manche effleura celle de Martha, qui se tenait consciencieusement derrière la chaise d'Eliza, et Eliza surprit le mouvement presque imperceptible de sa main, alors que quelque chose passa entre eux. L'interaction ne dura que quelques secondes, mais le baron ne sembla pas le remarquer, tournant déjà son attention vers la comtesse de Wexley, qui s'approchait pour offrir ses félicitations. C'est près d'une heure plus tard, alors qu'Eliza s'excusait pour se rendre au salon des dames, que Martha pressa un petit papier plié dans sa paume avec des doigts tremblants. Seule pour un précieux instant, Eliza déplia la note avec des mains mal assurées, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes en reconnaissant l'écriture audacieuse et penchée qu'elle avait autrefois reçue dans des lettres de cour. « Votre mari n'est pas ce qu'il paraît. Soyez vigilante. » L'avertissement énigmatique lui glaça le sang, confirmant la terreur sans nom qui la tourmentait depuis l'annonce de ses fiançailles. Elle détruisit la note immédiatement, la jetant dans la cheminée et regardant le papier se recroqueviller et noircir parmi les flammes. Quand elle retourna dans la salle de bal, ses yeux cherchèrent que la grande silhouette de Sébastien parmi les invités, mais il avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, ne laissant que son avertissement et les questions troublantes qu'il soulevait sur l'homme qui possédait désormais des droits légaux sur sa personne et ses biens. La main du baron se referma sur la sienne une fois de plus, alors que les musiciens se préparaient pour la première danse, ses doigts fins et froids contre sa peau, et Eliza se demanda avec une inquiétude croissante quel secret se cachait derrière ses yeux chassieux et quel danger Sébastien avait risqué pour l'avertir. Le soir tomba sur le manoir de Blackwood, alors que le festin de noces progressait vers ses dernières heures, la lueur dorée et tamisée des candélabres projetant de longues ombres sur les visages des invités qui s'attardaient pour l'apogée des célébrations. Le baron Harrington se leva de son siège à la table d'honneur. Sa frêle silhouette oscillant légèrement sous l'effet du vin consommé tout au long de la journée, mais ses yeux restaient étrangement alertes alors qu'il se fixait sur sa jeune épouse avec une intensité qui fit réprimer un frisson à Eliza. Le silence se fit dans la salle de banquet lorsque le baron tapa son couteau contre sa coupe de cristal, attirant toute l'attention sur la table d'honneur où il se tenait à côté d'Eliza, sa main parcheminée saisissant soudainement son bras avec une force surprenante. « Un toast spécial à ma magnifique épouse. »
annonça-t-il, sa voix portant à travers la salle malgré sa qualité fluette. Un serviteur apparut à son geste, portant un plateau d'argent avec une unique coupe remplie d'un vin d'une teinte cramoisie, profonde et singulière, presque trop sombre pour être naturelle. Selon notre union avec cette ancienne tradition des Harrington, ma chère. Alors que le serviteur plaçait la coupe inhabituelle devant elle, Eliza leva instinctivement les yeux, et vit que Sébastien était réapparu parmi les invités, se tenant rigidement près de l'entrée de la salle de bal, ses yeux gris fixés sur le vin avec une alarme si non dissimulée que son cœur commença à s'emballer. Elle hésita, sa main planant au-dessus du récipient orné, un instinct primaire la poussant à le rejeter malgré les centaines d'yeux qui la regardaient avec attente. Le baron se pencha plus près, son haleine aigre contre son oreille, tandis que ses doigts s'enfonçaient douloureusement dans son avant-bras. « Buvez, ma chère épouse, pour sceller notre union, » insista-t-il, l'ordre indubitable sous le vernis de l'affection, ses yeux larmoyants maintenant durs et menaçants. Piégée entre l'emprise de son mari et le regard de la société londonienne, Eliza sentit la panique lui monter à la gorge, alors qu'elle levait la lourde coupe avec des doigts tremblants. De l'autre côté de la pièce, Sébastien bougea soudainement, se frayant un chemin à travers la foule avec une détermination urgente. Mais la distance était trop grande et la presse des invités trop épaisse pour qu'il puisse l'atteindre à temps. La main du baron toujours comme un étau sur son bras, Eliza porta la coupe à ses lèvres et but profondément, la bienséance et l'obéissance l'emportant sur l'avertissement qui hurlait dans son esprit. Le liquide glissa dans sa gorge, d'une amertume et d'une étrangeté inattendue, laissant une sensation de brûlure dans son sillage qui, elle le sut instantanément, n'était pas simplement le piquant d'un vin fort. Elle surprit l'expression d'horreur de Sébastien, alors qu'il se figeait au milieu de la pièce, trop tard pour empêcher ce qui s'était déjà produit. Le baron relâcha son bras avec un signe de tête satisfait, acceptant les félicitations des invités voisins qui levaient leurs propres verres en réponse au toast, apparemment inconscient de la particularité du rituel. Seul Sébastien restait immobile au milieu de la foule en fête, son visage un masque de fureur et de peur à peine contenu, alors qu'Eliza reposait la coupe avec des mains qui avaient commencé à trembler visiblement. Déjà, elle pouvait sentir une chaleur anormale se propager de son estomac vers l'extérieur, sa vision se brouillant légèrement sur les bords, alors qu'elle luttait pour maintenir son sang-froid. Le goût amer persistant sur sa langue comme le présage de quelque chose de bien pire à venir. Les minutes passèrent, tandis qu'Eliza luttait pour garder son sang-froid, le sourire formel fixé sur ses lèvres, commençant à trembler, alors que la sensation de brûlure dans son estomac s'intensifiait, remontant dans sa poitrine avec une rapidité alarmante. La salle de banquet semblait tanguer et vaciller autour d'elle, les visages des invités se brouillant en formes indistinctes, tandis que sa vision s'obscurcissait sur les bords et que sa respiration devenait laborieuse, chaque inspiration une lutte douloureuse contre l'étau invisible qui se resserrait autour de ses poumons. Elle s'agrippa au bord de la table, les jointures blanches d'effort, alors qu'elle luttait pour rester droite. Mais la faiblesse qui se propageait dans ses membres se révéla trop puissante pour y résister. Un violent tremblement saisit son corps, et elle s'effondra de sa chaise, s'affaissant sur le sol dans un tourbillon de soie ivoire et de dentelle, alors que les premiers cris d'alarme s'élevaient des invités les plus proches de la table d'honneur. À travers le brouillard des ténèbres envahissantes, Eliza était vaguement consciente du pandémonium qui éclatait dans la salle de bal, des femmes criant d'horreur et des hommes appelant un médecin, alors que les festivités se dissolvaient dans le chaos. Sa conscience déclinante enregistra Sébastien bousculant les gens sans ménagement, son visage contracté par une urgence désespérée, alors qu'il se battait pour l'atteindre à travers la cohue des invités et des serviteurs confus. Le baron restait étrangement immobile au milieu de l'agitation,
ne faisant aucun mouvement pour aider sa jeune épouse déchue, observant plutôt avec une expression d'intérêt détaché qui semblait grotesquement déplacée, comme s'il observait une expérience dont le résultat le fascinait modérément, plutôt que d'assister à la détresse mortelle de sa femme. Elisa se sentit soulevée par des bras puissants, sa tête bercée contre une large poitrine, tandis que Sébastien s'agenouillait à côté d'elle sur le sol, sa voix perçant la cacophonie des voix paniquées qui les entouraient. « Du poison. Je le craignais, » dit-il, son ton pressant mais maîtrisé, tandis que ses doigts prenaient le pouls à son cou, le trouvant rapide et faiblissante. Ses yeux gris, si proches maintenant, brûlaient d'un mélange de fureur et de peur alors qu'il criait pour qu'on lui fasse de la place, pour de l'eau, pour que sa calèche soit amenée immédiatement. À travers le rugissement dans ses oreilles, Eliza entendit le baron parler, sa voix fluette portant une note d'amusement froid qui la glaça malgré le feu qui la consumait de l'intérieur. « Vous ne pouvez pas la sauver, Thornfield. Le composé agit trop vite. » Ces paroles ne portaient aucune trace du vieil homme chancelant qu'il s'était présenté être, révélant au contraire un calcul et une malice qui confirmèrent tous les avertissements de Sébastien, en un seul instant d'une clarté horrifiante. Eliza essaya de parler, de demander pourquoi, de comprendre quel malheur lui était arrivé en ce qui aurait dû être simplement une journée de tristesse résignée plutôt que de péril mortel. Mais sa gorge se serra douloureusement, ne permettant qu'un faible halètement qui amena le goût métallique du sang à sa langue. Elle se sentit soulevée, Sébastien se relevant avec sa forme inerte dans ses bras, sa voix un grondement lointain contre son oreille alors que la conscience commençait à s'évanouir complètement. « Tiens bon, Elisa, ne me quitte pas maintenant que je t'ai enfin retrouvée. » Les mots la suivirent dans l'obscurité, alors que sa tête basculait en arrière sur son bras, son corps s'abandonnant au poison qui se propageait dans ses veines avec une efficacité impitoyable, la salle de bal et ses occupants s'évanouissant dans le néant, tandis que Sébastien la transportait rapidement hors de la salle. Sébastien se précipita à travers les couloirs sinueux du manoir, la forme inerte d'Eliza bercée contre sa poitrine. Sa tête ballottant sans vie alors qu'il montait les escaliers 4 à 4, désespéré d'atteindre un lieu privé avant que le poison n'achève son œuvre mortelle. Derrière lui résonnaient des cris et la voix fluette du baron exigeant le retour de son épouse, mais Sébastien continua d'avancer avec une détermination sans faille jusqu'à ce qu'il atteigne un petit salon de l'aile est. Martha le suivait de près, le visage strié de larmes, fermant la lourde porte de chêne alors que Sébastien déposait doucement Elisa sur une chaise longue, sa peau maintenant d'une pâleur effrayante contre le velours cramoisi. Rapidement, il barricada la porte avec une chaise coincée sous la poignée, alors que les premiers coups furieux commençaient. Les exigences étouffées du baron pour entrer à peine enregistrées, tandis que Sébastien tournait toute son attention vers la femme qui luttait pour chaque souffle court devant lui. D'une poche intérieure de son gilet, il retira une petite fiole de cristal contenant un liquide clair. Ses mains stables, malgré le chaos qui éclatait dans le couloir derrière la porte, et les sanglots paniqués de Martha qui s'était effondrée sur une chaise voisine, ses mains couvrant sa bouche pour étouffer les sons de sa détresse. Sébastien s'agenouilla près de la chaise longue, un bras puissant glissant sous les épaules d'Elisa, pour soulever sa tête et le haut de son corps, ses cheveux auburn se déversant sur sa manche comme un feu liquide contre le tissu sombre. Cet antidote peut la sauver, mais elle doit le boire maintenant, dit-il. Sa voix autoritaire, mais teintée d'un désespoir qui révélait à quel point sa situation était précaire. Elle mourra sans lui. Les yeux d'Elisa s'entr'ouvrirent brièvement, flous et assombris par la douleur, un petit gémissement s'échappant de ses lèvres alors que Sébastien débouchait la fiole avec ses dents, crachant le bouchon de côté sans se soucier de la bienséance ou du décorum. Avec une pression douce mais insistante, il écarta ses lèvres avec ses doigts,
et versa le liquide directement dans sa bouche, inclinant sa tête en arrière pour s'assurer que le précieux antidote atteigne sa gorge plutôt que de se renverser inutilement sur son menton. Lorsque son corps se convulsa contre l'intrusion, menaçant de rejeter le remède, Sébastien pressa fermement sa main contre sa bouche, la forçant à avaler malgré sa résistance inconsciente. Son contact paradoxalement tendre même dans son insistance inflexible. « Bois, Eliza, s'il te plaît, » murmura-t-il, sa voix tombant à un murmure rauque, alors que la dernière goutte du liquide disparaissait entre ses lèvres pâles. L'urgence intime du moment dépouilla toute prétention, révélant une émotion brute dans chaque ligne de sa puissante silhouette, alors qu'il la berçait contre sa poitrine, une main caressant ses cheveux avec une infinie douceur pendant qu'ils attendaient que l'antidote fasse effet. « Vis, Eliza » chuchota-t-il, ses lèvres près de son oreille, ces mots destinés à elle seule, bien que Martha ne put s'empêcher de les entendre de sa position de l'autre côté de la pièce. « Je ne peux pas te perdre à nouveau, pas maintenant que j'ai enfin trouvé le courage de reprendre ce que j'ai si sottement abandonné. » La vulnérabilité nue dans sa voix révélait des profondeurs de sentiments qui transcendaient en la simple préoccupation ou obligation, exposant la vérité que Sebastian Thornfield n'avait jamais cessé d'aimer la femme qui luttait maintenant pour sa vie dans ses bras. Dehors, les coups sur la porte s'intensifièrent alors que Lord Blackwood se joignait au baron pour exiger l'entrée, leur voix s'élevant avec indignation et menace de conséquences légales, mais Sébastien restait entièrement concentré sur Eliza, observant attentivement tout signe que l'antidote contrait le poison mortel que le baron avait si cruellement administré à son épouse de quelques heures à peine. La nuit tomba sur le manoir de Blackwood, les festivités de mariage depuis longtemps abandonnées, alors que des murmures étouffés parcouraient les couloirs sombres. Les spéculations allant bon train parmi les invités et les domestiques sur la maladie soudaine de la mariée et l'intervention choquante du duc de Thornfield. Dans le petit salon maintenant transformé en chambre de malade, Eliza luttait contre le poison qui parcourait ses veines, sa frêle silhouette secouée de fièvre violente qui la faisait alterner entre des frissons incontrôlables et une chaleur anormale. Sébastien maintint sa vigile sans faillir pendant les longues heures, refusant toutes les suggestions de se reposer ou de laisser quelqu'un d'autre veiller sur elle, sa puissante silhouette courbée par l'épuisement, alors qu'il lui baignait continuellement le front avec des linges frais et surveillait sa respiration laborieuse pour tout signe d'amélioration ou de déclin. Martha avait été persuadée de se reposer dans une pièce attenante après que Sébastien eut promis de la réveiller si un changement survenait, le laissant seul avec Eliza alors que la pendule dans le coin marquait le lent passage de minuit aux premières heures du matin. Pendant de brefs moments de lucidité, Eliza ouvrait les yeux pour trouver son visage au-dessus du sien, des yeux gris sombres d'inquiétude. Mais la conscience ne durait jamais longtemps avant que les rêves fiévreux ne la ramènent dans des visions tourbillonnantes de mariage et de poison, de Sébastien s'éloignant d'elle 2 ans plus tôt sans explication, du baron la regardant s'effondrer avec ce terrible intérêt détaché. Dans un de ces moments de clarté, elle parvint à former un seul mot. Pourquoi? La question englobant à la fois sa situation actuelle et l'abandon qui l'avait précédé de 2 ans. Sébastien comprit tout ce qu'elle demandait dans cette seule syllabe, sa main s'immobilisant sur son front, alors qu'il révélait enfin ce qui avait motivé chacune de ses actions depuis la fin abrupte de leur cours. « J'ai découvert il y a 2 ans que Harrington était impliqué dans un réseau d'empoisonnement visant des épouses riches pour leur héritage, » expliqua-t-il, sa voix profonde et douce dans la pièce silencieuse, l'épuisement évident dans chaque ligne de son visage, alors qu'il continuait de baigner sa peau brûlante. Le baron a déjà enterré 3 épouses, chaque décès attribué à des causes naturelles, mais chacun survenant dans l'année suivant le mariage, après que la victime eut modifié son testament en sa faveur.
Je rassemble des preuves depuis lors, travaillant avec certains fonctionnaires de Scotland Yard, constituant un dossier suffisamment solide pour le traduire en justice. Je me suis retiré de notre cour pour te protéger, Eliza. Avoua-t-il, la douleur se gravant sur ses traits, alors qu'il se souvenait de la décision qui les avait blessés tous les deux si profondément. Si nous nous étions mariés, tu serais devenu une cible pour la vengeance Harrington une fois que j'aurais agi contre lui. Mais quand j'ai entendu parler de tes fiançailles, j'ai su que tu étais en danger immédiat. Ironiquement, tu es devenu sa victime quand même, malgré tout ce que j'ai sacrifié pour te garder en sécurité. L'amère auto-récrimination dans sa voix perça même le brouillard fiévreux d'Eliza, et elle parvint à lever une main tremblante pour toucher brièvement sa joue avant que l'épuisement ne force son bras à retomber sur les coussins. À l'approche de l'aube, peignant le ciel oriental des premières traînées de lumière pâle, la respiration d'Eliza s'apaisa progressivement, et sa peau se rafraîchit sous le contact de Sébastien, la fièvre violente se brisant enfin après des heures de lutte désespérée. L'antidote avait fonctionné, retirant le poison de son système pendant la longue nuit de souffrance. Le soulagement de Sébastien était palpable, ses puissantes épaules s'affaissant alors qu'il pressait brièvement son front contre sa main. Une démonstration inhabituelle de vulnérabilité de la part d'un homme connu dans tout Londres pour sa maîtrise de soi rigide. « Tu vivras, Eliza Blackwood », murmura-t-il, utilisant délibérément son nom de jeune fille, comme pour rompre déjà son lien avec l'homme qui avait tenté de l'assassiner quelques heures à peine après avoir prononcé des vœux sacrés. Et Harrington paiera pour ce qu'il a fait, à toi et à celles qui t'ont précédé. La lumière du matin inondait le petit salon, où Eliza reprenait progressivement conscience, son corps endolori comme si elle avait enduré une terrible maladie, les souvenirs des événements de la nuit précédente revenant en fragments décousus. Elle ouvrit les yeux pour trouver Sébastien affalé dans une chaise à côté d'elle, sa puissante silhouette pliée inconfortablement dans le meuble trop petit, sa tête inclinée à un angle qui entraînerait sûrement une douleur au réveil. De profondes ombres sous ses yeux témoignaient de sa vigile. Son foulard desserré et son gilet déboutonné, ses cheveux sombres tombant sur son front d'une manière qui horrifierait son valet de chambre. Eliza l'étudia dans ce rare moment de relâchement, frappée par la façon dont les années avaient ajouté une certaine gravité à des traits qu'elle avait autrefois connus aussi bien que les siens. De fines lignes au coin de ses yeux, témoignant de fardeaux portés en silence. Le moment paisible fut brisé lorsque la porte s'ouvrit soudainement avec un fracas qui réveilla instantanément Sébastien, son corps se déroulant de la chaise avec la promptitude réflexe d'un homme habitué au danger. Le baron Harrington entra dans la pièce, suivi de 2 constables au visage sévère en uniforme, son apparence frêle de la veille remplacée par une fureur froide alors qu'il pointait un doigt tremblant vers Sébastien. « C'est cet homme, officieuse !» déclara le baron, sa voix fluette vibrant d'indignation vertueuse. « Le duc de Thornfield a empoisonné ma femme dans un accès de rage jalouse. Il est obsédé par elle depuis des années et ne pouvait supporter de la voir épouser un autre. Il l'a enlevée de notre festin de noces avec l'intention de la tuer et de faire croire que j'étais responsable. » Sébastien se dressa de toute sa hauteur, dominant le baron avec une colère à peine contenue, sa voix maîtrisée mais résonnant d'autorité, alors qu'il s'adressait au constable plutôt que de répondre directement aux accusations d'Harrington. « C'est le baron qui a administré le poison, messieurs, lors d'un toast spécial qu'il a insisté pour que son épouse boive seule. J'ai simplement fourni l'antidote, ayant suspecté ses intentions en me basant sur les morts suspectes de ses 3 précédentes épouses. Je vous suggère d'enquêter sur la coupe dans laquelle Lady Harrington a bu. Vous y trouverez des traces d'un composé particulier que Harrington a déjà utilisé. » Les constables se déplacèrent mahant, mal à l'aise,
clairement incertain de savoir qui croire en regardant entre le duc, dont la réputation d'intégrité était bien établie dans tout Londres, et le baron, dont l'âge et la fragilité apparente suscitaient naturellement la sympathie malgré la gravité des accusations contradictoires. L'officier le plus âgé s'éclaircit la gorge avec gêne, s'adressant à Eliza qui luttait pour s'asseoir droite contre les coussins, sa force n'étant pas encore complètement revenue après l'épreuve de la nuit. « Milady, peut-être pourriez-vous clarifier ce qui s'est passé. Votre témoignage serait des plus éclairants dans cette situation fâcheuse. » Tous les yeux se tournèrent vers Eliza. Le regard du baron soudainement acéré et menaçant, celui de Sébastien rempli d'inquiétude pour son état encore affaibli, les constables attentifs et évaluateurs en attendant sa réponse. Bien qu'à peine capable de se tenir droite, Eliza reconnut le moment crucial pour ce qu'il était, comprenant que ses prochains mots détermineraient non seulement son propre destin, mais potentiellement celui d'autres femmes qui pourraient tomber victimes du baron si elle ne disait pas la vérité. La loi favorisait absolument les maris, leur donnant le contrôle sur la personne, les biens et le témoignage de leurs épouses. Mais Eliza savait qu'elle devait trouver la force de défier ces contraintes si la justice devait prévaloir. Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant contre la faiblesse résiduelle qui faisait trembler ses membres et se prépara à faire le choix qui déterminerait le cours de tout ce qui allait suivre. Les constables partirent à contre-cœur après qu'Eliza eut soigneusement relaté les événements, affirmant que l'épuisement avait obscurci sa mémoire sur la manière exacte dont elle était tombée malade, mais demandant du temps pour se rétablir avant de porter des accusations formelles. Sa réponse diplomatique ne satisfit entièrement aucun des deux hommes, mais offrit un répit temporaire alors qu'il promettait de revenir le lendemain pour sa déclaration complète. Sébastien se retira avec une réticence visible lorsque Lord Blackwood insista pour lui parler en privé de la situation scandaleuse, laissant Eliza seule avec le baron pour la première fois depuis son effondrement. Dès que la porte se referma derrière eux, la transformation du baron Harrington fut immédiate et glaçante, sa posture voûtée se redressant, le tremblement de ses mains disparaissant comme s'il n'avait été qu'une affectation, ses yeux larmoyants, soudainement vifs d'une clarté malveillante. Il se dirigea vers la chaise longue où Eliza était encore trop faible pour se lever, ses lèvres minces courbées en un sourire totalement dépourvu de chaleur, alors qu'il la surplombait avec une vigueur surprenante pour un homme de son âge. « Vous auriez dû mourir tranquillement, ma chère, » dit-il, sa voix n'étant plus fluette mais froide et précise, chaque mot soigneusement articulé alors qu'il tendait la main pour lui caresser la joue avec des doigts qui semblaient être le contact d'un cadavre. 3 épouses précédentes l'ont fait, sans tout ce remue-ménage désagréable. Un simple toast, un décès paisible dans leur sommeil, et leurs fortunes transférées proprement sur mes comptes. La révélation inattendue de sa véritable nature laissa Eliza momentanément sans voix, toute l'horreur des avertissements de Sébastien se cristallisant en une réalité terrifiante, alors que le baron poursuivait son monologue, apparemment peu soucieux qu'elle puisse rapporter ses paroles à d'autres. « Mais peu importe, » continua-t-il, retirant une petite boîte en argent de la poche de son gilet et l'ouvrant pour révéler une fine poudre blanche. « Je vais simplement finir ce que j'ai commencé, et votre duc dévoué sera pendu pour cela. » Une si tragique histoire d'obsession, le noble duc de Thornfield, si consumé par la jalousie qu'il a empoisonné son ancien amour plutôt que de la voir appartenir à un autre. Les tribunaux seront des plus sympathiques à un mari en deuil, particulièrement un avec mes relations. Le visage vieilli qu'elle avait autrefois trouvé simplement déplaisant paraissait maintenant monstrueux dans sa cruauté calculée, le masque de respectabilité complètement dissous pour révéler le prédateur en dessous alors qu'il s'approchait avec une intention claire, la boîte de poison ouverte tenue devant lui comme une offrande. Eliza essaya de se redresser, d'appeler à l'aide,
mais ses membres restaient traîtreusement faibles après l'épreuve de la nuit précédente, sa voix n'émergeant que comme un murmure alors qu'elle luttait contre les coussins. Le baron s'avança vers elle avec une détermination effrayante, sa main libre se déplaçant pour lui saisir la mâchoire et forcer sa bouche à s'ouvrir lorsque la porte s'ouvrit soudainement et Martha entra, portant un plateau de thé, ses yeux s'écarquillant d'horreur devant le tableau qui se déroulait devant elle. La domestique se figea sur le seuil, le plateau tremblant dans ses mains, alors qu'elle voyait le baron penché au-dessus de sa maîtresse avec une intention meurtrière évidente, la preuve de sa véritable nature clairement affichée à la fois dans sa posture et dans le poison qu'il tenait encore. Dans le moment suspendu de silence choqué, Eliza vit la compréhension poindre sur le visage de Martha, suivie rapidement par la détermination alors que la loyale servante reculait hors de la pièce sans un mot, manifestement décidée à appeler à l'aide. Le baron se tourna brusquement vers la porte avec un grognement de frustration, refermant la boîte en argent et la remettant dans sa poche, alors que l'occasion de compléter son acte s'évaporait avec la présence d'un témoin. « Nous n'avons pas terminé, Lady Harrington, » siffla-t-il, sa façade de fragilité sénile revenant comme un memento bien usé, alors que des voix approchaient dans le couloir extérieur. « Vous seriez sage de vous souvenir que légalement, vous restez ma femme, ma propriété, et votre témoignage contre moi ne vaudrait rien devant n'importe quel tribunal en Angleterre. » Sa menace plana dans l'air entre eux alors que Sébastien faisait irruption par la porte avec Martha sur ses talons, l'expression du duc s'assombrissant d'une rage foudroyante en réalisant la scène devant lui et la terreur évidente sur le visage pâle d'Eliza. 2 jours après le mariage fatidique, Sébastien retourna au manoir de Blackwood à l'aube, son expression sombrement triomphante alors qu'il traversait le hall d'entrée, une mallette en cuir serrée dans une main. Il avait passé le temps intermédiaire à recueillir des témoignages de domestiques qui avaient travaillé dans les foyers des Harrington lors du décès des précédentes épouses, ainsi que d'un chimiste prêt à témoigner sur des achats inhabituels que le baron avait effectués dans les semaines précédant chaque décès. Les preuves étaient circonstancielles mais convaincantes, suffisantes pour justifier une enquête plus approfondie des autorités qui avaient initialement été sceptiques face à de telles accusations contre un père du royaume. Sébastien monta les escaliers 4 à 4, impatient de partager cette nouvelle avec Eliza, qui se rétablissait sous les soins attentifs de Martha dans une chambre d'amis, loin des appartements assignés au baron. Son anticipation croissante se mua en alarme instantanée lorsqu'il trouva la chambre vide, le lit soigneusement fait, comme s'il n'avait pas été occupé. Aucun signe, ni d'Eliza, ni de sa loyale domestique, nulle part dans la chambre. Un papier plié sur la coiffeuse attira son attention. Son nom écrit de la main soignée de Martha à l'extérieur. Il le déchira, parcourant le contenu avec une urgence croissante, alors que les mots de la domestique révélaient la confrontation glaçante dont elle avait été témoin et l'action désespérée qu'elle avait provoquée. « Monsieur, nous ne pouvions attendre votre retour, » avait écrit Martha. « Après ce que j'ai vu et entendu, je craignais pour la vie de ma maîtresse à chaque instant qu'elle restait sous ce toit. Le baron a ouvertement menacé de compléter son projet meurtrier et de vous impliquer dans sa mort. J'ai emmené Lady Harrington à Thornfield Hall, car vous aviez mentionné que c'était l'endroit le plus sûr que vous connaissiez. Nous sommes partis par l'entrée des domestiques à minuit. Si Dieu le veut, cette note vous parviendra avant que le baron ne découvre son absence. » Sébastien froissa la note dans son poing, à la fois soulagé qu'Eliza soit hors de la portée immédiate d'Harrington et alarmé par le périlleux voyage que les 2 femmes avaient entrepris seules. Alors même que ses pensées traversaient son esprit, des cris de colère éclatèrent à l'étage inférieur, alors que la voix du baron s'élevait en accusation, le mot « enlevé » perçant clairement le calme matinal du manoir. Se déplaçant rapidement vers la fenêtre, Sébastien observa un sombre tableau se dérouler dans la cour en contrebas.
Le baron se tenait entouré de plusieurs hommes à l'allure rude, qui n'étaient manifestement pas des constables, gesticulant sauvagement alors qu'il donnait des ordres, sa prétention de fragilité entièrement abandonnée dans sa fureur. Les domestiques regardaient anxieusement depuis les fenêtres et les portes, tandis que Lord Blackwood tentait de calmer la situation, son propre visage cendré d'inquiétude pour la réputation de sa fille autant que pour sa sécurité. Sébastien sut avec une certitude glaciale qu'il avait très peu de temps pour agir. Le baron aurait bientôt des hommes fouillant chaque route menant à Thornfield Hall une fois qu'il aurait déduit où Eliza aurait pu fuir, et 2 femmes voyageant seules seraient des cibles faciles pour les sbires engagés qui remplissaient maintenant la cour en contrebas. Avec l'efficacité silencieuse née de l'entraînement militaire, Sébastien se glissa hors de la chambre et se dirigea vers les écuries par une entrée latérale, évitant l'agitation à l'avant de la maison. En quelques minutes, il galopait loin du manoir de Blackwood, poussant son étalon à un rythme effréné, alors qu'il empruntait des routes moins fréquentées vers son domaine ancestral, courant à la fois contre les hommes de Harrington et le scandale qui éclaterait bientôt à travers Londres, alors que le baron l'accusait publiquement d'avoir enlevé la femme d'un autre homme. La paisible campagne anglaise défila dans un flou de champs verts et de haies, l'esprit de Sébastien calculant les distances et le temps, estimant où Eliza et Martha pourraient se trouver si elles étaient parties à minuit, comme le suggérait la note, et où elles pourraient rencontrer le danger qui les poursuivait maintenant avec une intention meurtrière. Thornfield Hall se dressait majestueusement contre le ciel crépusculaire. Un vaste manoir Tudor dont les pierres anciennes semblaient luire d'une chaleur ambrée, alors que le soleil couchant projetait de longues ombres sur son immense parc. Eliza observa l'imposante structure depuis la fenêtre de la calèche de location, son corps encore faible à cause du poison et du voyage éprouvant, le bras de soutien de Martha autour de ses épaules, alors qu'elles approchaient du domaine qui représentait leur seul espoir de sanctuaire. Le voyage avait été ardu, entrepris par étapes avec de fréquents arrêts pour permettre à Eliza de se reposer, leur progression ralentie par la nécessité d'éviter les routes principales où les hommes du baron pourraient surveiller. Alors que leur calèche s'arrêtait devant l'entrée principale, les massives portes de chêne s'ouvrirent immédiatement comme si leur arrivée avait été anticipée, révélant une rangée de domestiques dirigés par une femme âgée et élégante dont la prestance suggérait une autorité au-delà de celle d'une gouvernante ordinaire. « Bienvenue à Thornfield Hall, Lady Harrington », dit la femme, s'avançant pour aider Eliza à descendre de la calèche avec une force surprenante pour son âge. « Je suis Mrs. Winters, la gouvernante. Sa grâce n'a pas envoyé de mot de votre venue, mais nous vous mettrons à l'aise néanmoins. » Malgré son épuisement proche, Eliza nota l'absence de surprise sur les visages des domestiques, l'absence de la confusion que l'on attendrait lorsque des visiteurs inattendus arrivent dans une résidence ducale sans son maître. Au lieu de cela, elle rencontra des regards entendus échangés entre le personnel alors que Mrs. Winters dirigeait efficacement les valets de pied pour apporter leurs maigres bagages et ordonnait à une servante de préparer des bains chauds et des rafraîchissements légers. La gouvernante elle-même guida Eliza à travers le grand hall d'entrée avec son plafond à poutres apparentes et ses portraits ancestraux, en haut d'un magnifique escalier sculpté, et le long d'un couloir jusqu'à une suite de chambres dans l'aile, et qui donnait sur des jardins à la française maintenant, argentés par la rosée du soir. « Cette chambre a été préparée depuis un certain temps, milady, » dit Mrs. Winters en ouvrant la porte pour révéler une chambre exquise décorée dans des tons de bleu et d'or, un feu joyeux crépitant déjà dans l'âtre malgré l'absence d'avis préalable de leur arrivée. « Sa grâce a souvent parlé de vous, » continua-t-elle, son ton factuel alors qu'elle se déplaçait dans la pièce, ajustant les rideaux et vérifiant que tout était en ordre. Cette chambre a été entretenue pendant des années, juste au cas où. La simple déclaration resta en suspens dans l'air alors que la gouvernante se retirait discrètement,
laissant Eliza absorber les implications d'une chambre gardée, prête pour une femme que Sébastien avait ostensiblement abandonnée 2 ans plus tôt. Trop épuisée pour toute autre contemplation cette nuit-là, Eliza se laissa aux soins d'une aimable servante qui l'aida à se baigner et à enfiler une chemise de nuit qui lui allait parfaitement bien qu'elle provint des réserves de la maison plutôt que de ses propres bagages. Elle tomba dans un sommeil sans rêve presque instantanément, son corps réclamant le repos dont il avait désespérément besoin pour continuer à guérir. Le matin apporta plus de force, et avec elle, la curiosité. Après avoir pris son petit déjeuner léger servi dans sa chambre, Eliza explora la suite qui l'attendait prétendument depuis des années. Le salon attenant à sa chambre contenait une collection de livres disposés sur des étagères construites dans une alcôve à côté de la cheminée, et en examinant les titres, Eliza sentit son souffle se couper. Chaque volume représentait un auteur ou une œuvre qu'elle avait autrefois mentionné admirer pendant sa brève cour avec Sébastien, des recueils de poésie obscure aux ouvrages savants sur l'art et l'histoire que la plupart des hommes considéreraient comme inappropriés pour les lectrices. Sur les murs étaient accrochées de délicates aquarelles représentant des scènes d'Italie et de Grèce, des pays qu'elle avait exprimé le désir de visiter un jour, tandis qu'un bureau près de la fenêtre contenait du papier à lettres de sa teinte crème préférée, avec le parfum subtil de la lavande, une préférence qu'elle n'avait mentionnée qu'une seule fois lors d'une promenade dans le jardin des années auparavant. Chaque découverte révélait un autre fil dans une tapisserie de souvenirs et d'attention qui défiait toute explication si Sébastien avait vraiment cessé de se soucier d'elle, peignant plutôt le portrait d'un homme qui avait continué à la garder dans ses pensées malgré la douloureuse séparation qu'il avait imposée pour sa protection. La chambre elle-même se dressait comme un témoignage silencieux de sa dévotion durable, un sanctuaire créé en son absence et entretenu fidèlement pendant des années où il n'avait aucune raison de croire qu'elle l'occuperait un jour, mais ne pouvait se résoudre à abandonner entièrement la possibilité. La nuit était tombée lorsque Sébastien atteignit Thornfield Hall, une violente tempête d'été ayant éclaté pendant les derniers kilomètres de son voyage, transformant les chemins de campagne en ruisseaux boueux et le trempant jusqu'aux os malgré son lourd manteau de cavalier. Le tonnerre craqua au-dessus de sa tête, alors qu'il descendait de cheval dans la cour, jetant les rênes de son étalon épuisé à un palefrenier qui attendait et montant les marches du manoir 4 à 4, ses bottes laissant des empreintes humides sur le hall d'entrée en marbre, alors qu'il entrait avec une détermination singulière. Mrs. Winters apparut immédiatement, ses traits normalement composés trahissant son soulagement à son arrivée. « Elle est en sécurité, votre grâce », l'informa la gouvernante avant qu'il ne puisse formuler la question. « Lady Harrington est arrivée hier soir avec sa domestique. Je l'ai installée dans la suite bleue comme vous l'aviez ordonné si elle venait un jour à Thornfield. » Sébastien ferma brièvement les yeux, la tension de la chevauchée désespérée cédant momentanément à un soulagement accablant avant que l'urgence de leur situation ne se réaffirme. « Des hommes pourraient la suivre, Mrs. Winters. Doublez les gardes à toutes les entrées et assurez-vous que personne n'approche de la maison à mon insu. » La gouvernante hocha la tête, reconnaissant la gravité de son ton, et partit mettre en œuvre ses ordres, tandis que Sébastien montait les escaliers à grandes enjambées, l'eau de ses vêtements trempée dégoulinant sur le précieux tapis de l'escalier. Il ne s'arrêta que brièvement devant la porte de la suite bleue, prenant une profonde inspiration avant de frapper, incertain de l'accueil qui lui serait réservé après tout ce qui s'était passé. Comme aucune réponse ne venait, l'inquiétude le poussa à ouvrir la porte avec précaution, trouvant la chambre vide bien que des signes d'occupation fussent évidents dans les objets personnels disposés sur la coiffeuse. Une servante le dirigea vers la bibliothèque, où Eliza était allée choisir de la lecture, sa force étant suffisamment revenue pour de courtes promenades à l'intérieur de la maison. Sébastien la trouva debout devant la cheminée, les flammes dansantes soulignant les reflets cuivrés de ses cheveux auburn,
alors qu'elle examinait un volume relié en cuir de sa collection, si absorbée par son contenu qu'elle ne remarqua pas immédiatement son entrée. Il resta immobile sur le seuil, s'imprégnant de la vue d'elle, vivante et en sécurité dans sa demeure, la gravité de la façon dont il avait failli la perdre pour toujours le frappant avec une force physique. « Eliza, » dit-il doucement, sa voix rendue rauque par l'épuisement et l'émotion. Elle se retourna au son de sa voix, le livre glissant de ses doigts sur le tapis, alors que leurs yeux se rencontraient à travers la pièce, le sang-froid soigneusement entretenu pendant des années, s'effondrant en un instant, alors qu'il la rejoignait en 3 longues enjambées et la serrait contre sa poitrine, sans se soucier de ses vêtements mouillés ou des convenances qui auraient dû régir leur interaction. La tempête à l'extérieur semblait refléter la tempête émotionnelle à l'intérieur de la pièce, alors que Sébastien relâchait enfin son étreinte, reculant juste assez pour sonder son visage tout en gardant ses mains sur ses épaules, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait complètement. « J'ai chevauché comme un fou quand j'ai trouvé votre note, » avoua-t-il, l'eau de pluie dégoulinant encore de ses cheveux sombres sur son visage. « Quand je pense à ce qui aurait pu vous arriver sur les routes, à Harrington vous trouvant avant que je ne puisse vous atteindre. La réserve prudente qui avait caractérisé toutes leurs interactions précédentes se dissipa entièrement, alors que Sébastien la guidait pour s'asseoir à côté de lui sur le canapé en cuir devant le feu, tenant toujours sa main comme si c'était une ligne de vie. « Je t'aime depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, Eliza, » dit-il, les mots jaillissant après des années de répression, ses yeux gris reflétant à la fois la lumière du feu et la vulnérabilité brute de la vérité absolue. Te quitter a été le plus grand sacrifice de ma vie. Mais j'ai appris le meurtre de ses précédentes épouses par Harrington trop tard, après avoir déjà compromis ta sécurité en te montrant de l'intérêt. J'ai passé 2 ans à monter un dossier contre lui, attendant de pouvoir assurer ta sécurité avant de t'approcher à nouveau. Chaque jour de cette séparation a été une agonie, sachant que tu croyais que je t'avais abandonné sans raison, te regardant de loin, alors que ta lumière diminuait et que ton esprit se retirait. Sa confession se déversa sans artifice ni calcul, dépouillée de toute prétention par l'aboutissement du danger, de la peur et de la réunion finale, mettant à nu la vérité des actions qui les avaient blessés tous les deux si profondément. Eliza écouta en silence, stupéfaite, alors que les pièces manquantes du puzzle s'alignaient enfin. Le mystère du retrait abrupt de Sébastien et de sa réapparition inattendue à son mariage, maintenant éclairé par le terrible danger qui les avait tous deux assombris, inconnu d'elle jusqu'à ce qu'il ait failli lui coûter la vie. Le silence emplit la bibliothèque alors que la confession de Sébastien flottait dans l'air entre eux, les seuls sons étant le crépitement des flammes dans l'âtre et le tambourinement persistant de la pluie contre les fenêtres. Eliza resta immobile sur le canapé à côté de lui, son esprit luttant pour concilier des années de blessures avec la vérité dévastatrice qu'il avait révélée, la cruelle nécessité qui l'avait poussé à les blesser tous les deux si profondément. Son visage restait tourné vers le feu, son profil gravé en relief contre la lumière dansante. Incapable ou ne voulant pas rencontrer son regard, alors qu'il attendait sa réponse à la vérité qu'il avait portée seul pendant si longtemps. Eliza l'étudia dans ce moment de relâchement, voyant au-delà du puissant duc que la société connaissait l'homme en dessous, le fardeau de la connaissance solitaire évident dans la tension autour de ses yeux et la pente lasse de ses épaules. « Vous avez sacrifié notre bonheur pour me protéger, » dit-elle enfin, la simple déclaration englobant une profondeur de compréhension que de simples mots ne pourraient jamais entièrement exprimer. Sébastien se tourna alors vers elle, la vulnérabilité brute dans son expression alors qu'il hochait la tête, incapable de formuler une réponse verbale à la douce absolution qu'elle offrait. Eliza se rapprocha de lui avec une clarté nouvelle. Toute la confusion et la douleur du passé se transformant en une compréhension cristalline
de ce qu'il avait enduré pour elle. Elle leva la main vers son visage, ses doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire, sentant la légère rugosité de la barbe sous son contact. Leurs yeux se croisèrent en une communion silencieuse, avant qu'Elisa ne comble la distance restante entre eux, pressant ses lèvres contre les siennes, dans un baiser qui commença avec une douceur hésitante, mais s'approfondit rapidement en quelque chose de bien plus profond. Des années de désir refoulés et une vérité nouvellement découverte convergèrent à ce moment-là, alors que Sébastien répondait avec une ferveur égale, ses bras encerclant sa taille pour la rapprocher, l'humidité de ses vêtements oubliés alors qu'il s'abandonnait à l'apogée d'émotions trop puissantes pour être niées plus longtemps. Ce fut Sébastien qui se retira le premier, sa respiration instable alors qu'il posait son front contre le sien, ses mains se déplaçant sur ses épaules pour créer un petit espace entre eux, même si ses yeux trahissaient sa réticence à le faire. « Vous êtes toujours mariée, Eliza, » lui rappela-t-il, sa voix rauque de désir contenu. « Jusqu'à ce que Harrington soit traduit en justice, je ne peux pas vous déshonorer, peu importe à quel point je souhaite désespérément vous revendiquer comme mienne. » Les mots lui coûtèrent visiblement, l'honneur luttant avec le désir dans chaque ligne de sa puissante silhouette. Ses mains se resserrant brièvement sur ses épaules, avant de la relâcher délibérément et de se lever pour se tenir devant le feu, mettant une distance physique entre eux, bien que ses yeux ne quittassent jamais son visage. Là où un autre homme aurait pu profiter de leur isolement et de sa position vulnérable, Sébastien choisit la retenue, son sens de l'honneur l'emportant malgré la passion qui brûlait clairement en lui. Eliza sentit une nouvelle vague d'amour la submerger à cette preuve de son caractère, comprenant que son retrait venait maintenant du même instinct protecteur qui l'avait éloigné 2 ans plus tôt, ne découlant pas d'un manque de sentiment, mais de sa présence écrasante. « Nous trouverons un moyen, Sébastien, » dit-elle doucement, restant assise sur le canapé plutôt que de le suivre, respectant la limite qu'il avait établie à un coup si personnel. « Mais sachez ceci, je suis à vous de toutes les manières qui comptent, indépendamment de ce que des documents légaux peuvent temporairement prétendre. Un morceau de papier qui m'a été imposé par le désespoir de mon père ne lie pas mon cœur. » La déclaration flotta entre eux, à la fois promesse et tourment, alors que le tonnerre grondait à l'extérieur, accompagnement dramatique de la nature à la tempête émotionnelle, contenue dans les murs de la bibliothèque. Leur retrouvaille à la fois curative et incomplète, alors que les dangers extérieurs continuaient de menacer le fragile bonheur qu'ils avaient redécouvert en présence l'un de l'autre. L'atmosphère tranquille de Thornfield Hall fut brisée 3 jours après l'arrivée d'Eliza, lorsqu'un valet de pied fit irruption dans le salon du matin où elle et Sébastien étaient assis, planifiant leur stratégie pour traduire le baron en justice, les preuves que Sébastien avait recueillies étalées sur la table en acajou poli entre eux. Le visage du serviteur était pâle d'alarme, alors qu'il annonçait la nouvelle qu'il avait fait courir à travers la maison à la recherche de son maître. « Le baron Harrington approche avec des constables, votre grâce, à pas plus d'1 quart de mille sur la route principale. Il semble des plus déterminés, et le baron lui-même mène le groupe plutôt que d'envoyer des subalternes. » Le petit déjeuner paisible se transforma instantanément en une activité urgente, alors que Sébastien rassemblait les documents avec une efficacité rapide, les rangeant dans un tiroir verrouillé avant de se tourner vers Eliza avec une intensité grave. « Nous avons très peu de temps, » dit-il, prenant sa main et la conduisant rapidement hors de la pièce, ses plus longues foulées la forçant à presque courir pour le suivre alors qu'il se déplaçait à travers des couloirs qu'elle n'avait pas encore explorés pendant sa brève résidence. « Je craignais que cela n'arrive une fois que le baron aurait retrouvé votre trace. Il a clairement l'intention de forcer votre retour en utilisant l'autorité légale, car vous restez sa femme en vertu de la loi, quels que soient ses crimes contre vous. » Sébastien la conduisit à la galerie des portraits ancestraux, où il pressa un mécanisme caché derrière un cadre particulier, révélant une porte étroite jusqu'alors invisible dans le lambris de chêne.
Ce passage mène aux ruines de l'ancienne chapelle à la lisière et du domaine, expliqua-t-il, sa voix basse et pressante, alors qu'il allumait une lampe d'un candélabre voisin et la lui tendait. Les vestiges se trouvent sur un sol consacré qui relève techniquement de la juridiction de l'Église plutôt que de la mienne, créant une complexité juridique qui pourrait nous donner un temps précieux si Harrington tentait de vous y chercher. Attendez que j'envoie Martha ou Mrs. Winters avec le mot qu'il est sûr de revenir. Avant qu'elle ne puisse entrer dans le passage, Eliza saisit son bras. La question qui la hantait depuis des jours, trouvant enfin sa voix dans ce moment de séparation imminente. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit la vérité, Sébastien? Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance avec la vraie raison de votre retrait, plutôt que de me laisser croire que vous vous étiez simplement lassé de notre attachement? » L'expression de Sébastien s'adoucit momentanément, malgré l'urgence de leur situation, sa main libre se levant pour lui effleurer la joue dans une caresse fugace. « Parce que vous auriez insisté pour affronter le danger à mes côtés, et je ne pouvais pas risquer de vous perdre, » répondit-il sans hésitation, la simple vérité mettant à nu à la fois sa compréhension de son caractère et la profondeur de son instinct protecteur. « Je connais votre courage, Eliza. Votre détermination quand vous croyez que quelque chose est juste. Vous ne m'auriez jamais permis d'affronter Harrington seul une fois que vous auriez su la vérité, et je ne pouvais supporter l'idée qu'il tourne sa vengeance contre vous. » Le son lointain de roues de calèche sur le gravier les atteignit, poussant Sébastien à lui déposer un baiser rapide sur le front avant de la guider dans le passage. « Partez maintenant, » l'exhorta-t-il, son expression se durcissant de nouveau avec résolution, alors qu'il se préparait à affronter le baron et les imbroglios juridiques qu'il avait apportés à Thornfield Hall. « Croyez que je trouverai un moyen de vous protéger, comme j'ai toujours cherché à le faire, aussi imparfaitement soit-il. » La porte cachée se referma entre eux, laissant Eliza se frayer un chemin à travers l'étroit passage de pierre à la lueur de la lampe, le cœur partagé entre la peur pour leur situation précaire et une nouvelle certitude que chaque action de Sébastien, aussi douloureuse dans son exécution, avait été motivée par un amour trop profond pour permettre que sa sécurité soit compromise, même au prix de leur bonheur mutuel. Sébastien se tenait seul dans le grand hall d'entrée de Thornfield Hall, sa puissante silhouette se découpant contre la lumière du matin qui filtrait à travers les hautes fenêtres alors qu'il attendait l'arrivée de ses visiteurs importants. Il s'était changé en tenue de cérémonie digne de son rang. Le duc de Thornfield présentant une figure imposante d'autorité aristocratique, alors que les massives portes de chêne s'ouvraient pour admettre le baron Harrington et 4 constables dont les expressions trahissaient leur malaise d'être pris entre 2 nobles puissantes. « J'exige le retour immédiat de ma femme, » déclara Harrington sans préambule, sa voix fluette résonnant dans le hall caverneux, alors qu'il faisait un geste impérieux avec sa canne, toute prétention de fragilité abandonnée dans sa fureur. « Vous avez illégalement pris ce qui m'appartient légalement, Thornfield, et je vous verrai emprisonné pour cette infraction, quel que soit votre rang. » Sébastien resta impassible, ses yeux gris froids alors qu'il regardait l'homme qui avait tenté d'assassiner Eliza quelques heures à peine après avoir échangé des vœux sacrés avec elle. Plutôt que de répondre directement aux accusations, il retira plusieurs documents pliés de l'intérieur de son manteau et s'adressa au constable en chef, un homme grisonnant dont le visage buriné suggérait des années de service et la sagesse qui accompagnait une telle expérience. « Je crois que ces papiers vous intéresseront, officier Blackwell. Ils contiennent des témoignages sous serment de domestiques présents lors des décès des 3 précédentes épouses du baron, ainsi que des documents d'un chimiste de Londres concernant des achats inhabituels effectués par Lord Harrington peu avant chaque décès. » Le constable accepta les documents avec une réticence visible, clairement mal à l'aise avec la tension croissante entre les nobles alors qu'il dépliait les papiers et commençait à en parcourir le contenu.
son expression devenant de plus en plus troublée à mesure qu'il absorbait les preuves que Sébastien avait rassemblées au cours de 2 années d'enquête patiente. Le visage du baron se contracta de rage en réalisant la nature des documents examinés, sa façade soigneusement construite de respectabilité s'effritant visiblement alors qu'il reconnaissait la menace imminente d'être démasqué. « Vous êtes une épine dans mon pied depuis trop longtemps, Thornfield, » gronda-t-il, sa voix tombant à un sifflement venimeux, alors que sa main se glissait à l'intérieur de son manteau avec une soudaineté déterminée. Avant que quiconque ne puisse réagir, il retira un petit pistolet dissimulé dans ses vêtements, le pointant directement sur la poitrine de Sébastien, avec une fermeté inattendue pour un homme de son âge. « J'aurais dû m'occuper de vous lorsque vous avez commencé à poser des questions sur ma chère épouse défunte, Amelia. » Et ça, celui-ci. Un coup de feu retentit dans l'espace clos, le son explosif magnifié par les sols en marbre et le haut plafond. Mais Sébastien resta debout, la confusion traversant brièvement son visage alors que la visée du baron vacillait. Au même instant, un cri résonna depuis la galerie supérieure où Eliza était sortie de sa cachette, incapable de rester dissimulée lorsqu'elle réalisa que Sébastien faisait face à un danger mortel. Son apparition soudaine distrait le baron juste assez pour que son tir manque sa cible, la balle effleurant l'épaule de Sébastien plutôt que de trouver sa marque prévue dans son cœur. Dans le chaos qui s'ensuivit, Sébastien se jeta en avant malgré sa blessure, luttant avec le baron pour le contrôle de l'arme alors que les constables se précipitaient pour intervenir, arrachant finalement le pistolet des mains de Harrington et maîtrisant le noble qui se débattait, dont le masque de bienséance civilisée avait entièrement disparu, révélant la rage meurtrière en dessous. Les preuves et la tentative de meurtre d'un duc se révélèrent trop convaincantes, même pour les constables qui avaient initialement été réticents à croire de telles accusations contre un père du royaume. Alors qu'ils attachaient les poignets du baron avec des menottes en fer, Sébastien chancela en arrière, l'adrénaline de la confrontation s'estompant pour révéler la tache cramoisie qui s'étendait sur sa chemise blanche, là où la balle avait déchiré la chair. Il s'effondra lourdement sur la première marche du grand escalier, son visage soudainement pâle alors que la perte de sang et le choc faisaient leur effet, tandis qu'Elisa descendait les escaliers en courant vers lui, ses jupes rassemblées dans ses mains et la terreur évidente dans chaque ligne de son visage, alors qu'elle atteignait l'homme qui s'était une fois de plus placé entre elle et le danger, payant cette fois un prix physique pour sa protection. La bibliothèque de Thornfield Hall fut transformée en infirmerie de fortune lorsque Sébastien y fut transporté sur les instructions urgentes du médecin de famille, le Dr. Harding, arrivé quelques minutes à peine après l'arrestation du baron, convoqué par Mrs. Winters au premier signe de trouble. La massive table en chêne, où ils avaient plus tôt étalé leurs preuves, fut hâtivement débarrassée pour devenir une surface d'opération improvisée où le médecin pourrait extraire la balle logée dans l'épaule de Sébastien, ses instruments disposés sur du lin immaculé, tandis qu'Elisa l'assistait avec des mains fermes qui démentaient son trouble intérieur. Le sang imprégnait les bandages de fortune pressés contre la plaie, le visage de Sébastien cendré contre l'acajou riche de la table, tandis que le médecin travaillait méthodiquement à réparer les dégâts, son expression grave mais non désespérée, alors qu'il posait enfin le dernier point de suture et appliquait un pansement propre sur la blessure. « Il aura besoin d'une attention constante », informa le médecin à Elisa, alors que les domestiques préparaient la chambre du duc pour sa convalescence. « La blessure elle-même n'est pas mortelle, mais la fièvre suit souvent de telles blessures et présente ses propres dangers. Je reviendrai demain pour vérifier ses progrès, mais d'ici là, des linges frais et de petites gorgées d'eau quand il se réveillera sont votre meilleure ligne de conduite. » Malgré la douce suggestion de Mrs. Winters qu'elle se repose pendant que d'autres maintenaient la vigile, Elisa refusa de quitter le chevet de Sébastien une fois qu'il eut été installé dans son immense lit à baldaquin, la même détermination féroce évidente dans ses yeux d'émeraude qu'il avait mentionnée
en expliquant pourquoi il lui avait caché son enquête. Pendant la longue nuit qui suivit, elle lui baigna le front avec des linges frais alors que la fièvre s'installait exactement comme le médecin l'avait prédit, regardant impuissante Sébastien dériver entre conscience et délire, sa puissante silhouette maintenant vulnérable dans un cruel renversement de leur position lorsqu'il l'avait soigné après l'empoisonnement. Pendant ces brefs moments de lucidité, il reconnaissait sa présence avec un fantôme de son sourire habituel avant que la douleur et la fièvre ne le ramènent dans une inconscience agitée. Mais c'est pendant le délire que ses défenses s'effondrèrent vraiment, révélant des pensées qu'il n'aurait peut-être jamais exprimées en pleine conscience. « J'aurais dû te faire confiance avec la vérité », murmura-t-il lors d'un de ces épisodes. Ses yeux gris ouverts, mais sans fixité, alors qu'il s'agrippait à sa main avec une force surprenante. « Aurais dû trouver un autre moyen de te protéger. J'étais un lâche, Elisa. J'avais peur de te perdre à cause de sa vengeance. Je t'ai abandonné à la place, et je t'ai perdu quand même. » Sa confession brute mit à nu le conflit qui l'avait tourmenté pendant 2 ans, le choix impossible entre la garder près de lui et risquer sa vie, ou la repousser pour la garder en sécurité, tout en sacrifiant leur bonheur, une décision prise par amour mais exécutée par une séparation douloureuse. À l'approche de l'aube, peignant le ciel oriental d'une lumière pâle qui filtrait à travers les lourds rideaux de la chambre, Elisa poursuivit sa vigile inébranlable. Observant la montée et la descente de la poitrine de Sébastien à chaque respiration laborieuse, son propre épuisement oublié face à son besoin. « C'est maintenant à mon tour de te sauver », chuchota-t-elle, pressant ses lèvres sur son front brûlant dans un écho tendre du moment où il avait forcé l'antidote à passer ses lèvres après la tentative d'empoisonnement du baron. « Tu m'as protégé au prix de ton propre bonheur, Sebastian Thornfield. Je ne te laisserai pas payer le prix ultime pour cette dévotion. » Sa déclaration silencieuse flotta dans l'immobilité de la pièce, alors qu'elle reprenait ses soins attentifs, déterminée à ce que l'homme qui avait tout sacrifié pour la protéger du mal ne succombe pas aux conséquences de sa protection, son amour pour lui s'approfondissant à chaque révélation de la véritable profondeur de sa dévotion, aussi imparfaite que son expression ait été dans la séparation douloureuse qu'il avait imposée pour la protéger d'un danger dont elle ignorait l'existence jusqu'à ce qu'il ait failli lui coûter la vie. Les semaines qui suivirent l'arrestation du baron apportèrent une guérison progressive à Sébastien, sa forte constitution répondant bien au traitement du Dr Harding, alors que la blessure se refermait lentement et que la fièvre s'apaisait sous les soins constants d'Elisa. Au moment où l'automne peignit les terres de Thornfield Hall de couleurs rousses et dorées, Sébastien avait retrouvé assez de force pour quitter son lit pendant de courtes périodes, se déplaçant avec précaution jusqu'à la bibliothèque où il pouvait continuer à travailler sur des questions juridiques dans le confort d'un fauteuil bien rembourré positionné près de la chaleur de l'âtre. Leur paisible convalescence fut interrompue un matin d'octobre vif lorsque Mrs. Winters annonça l'arrivée de M. Willoughby, le solliciteur de Sébastien, dont l'expression grave en entrant dans la bibliothèque présageait de mauvaises nouvelles malgré ses salutations polies. « Je crains d'apporter des développements troublants, Votre Grâce, » dit-il après les plaisanteries initiales, jetant un regard mal à l'aise à Elisa qui était assise à proximité avec sa broderie, ayant refusé d'être congédiée pour ce qu'elle considérait à juste titre comme une discussion qui concernait son avenir aussi intimement que celui de Sébastien. Le baron Harrington, bien qu'emprisonné en attente de son procès, a déposé des papiers légaux exigeant le retour de sa femme sous sa garde à sa libération, soutenant que quels que soient ses crimes présumés, le mariage reste légalement contraignant et ses droits en tant que mari inviolable en vertu de la loi anglaise. La mâchoire de Sébastien se serra visiblement, sa main se crispant sur le bras de son fauteuil avec une telle force que ses jointures blanchirent contre le cuir sombre.
Sûrement, une tentative de meurtre constitue un motif de dissolution du mariage, répliqua-t-il, sa voix dangereusement maîtrisée alors qu'il faisait face au solliciteur qui se déplaçait mal à l'aise sous le regard intense de son employeur. La loi est malheureusement assez claire sur ce point, Votre grâce, répondit M. Willoughby. Ses doigts fins ajustant nerveusement ses lunettes alors qu'il livrait la vérité désagréable. Bien que les crimes du baron entraîneront presque certainement son emprisonnement, ou peut-être même son exécution compte tenu des preuves contre lui, le statut juridique de Lady Harrington, en tant que son épouse, reste inchangé à moins qu'une loi du Parlement ne soit votée pour dissoudre spécifiquement le mariage. De telles lois sont extrêmement rares et généralement accordées uniquement aux plus hauts échelons de la société, lorsque des biens ou des titres importants sont en jeu. Le silence qui suivit cette déclaration pesa lourdement dans la bibliothèque, alors que Sébastien et Eliza absorbaient les implications de cette réalité juridique, le crépitement des bûches dans la cheminée étant le seul son à troubler l'atmosphère tendue. Après quelques instants, Sébastien se tourna vers Eliza, ses yeux gris reflétant une détermination malgré la pâleur qui persistait encore de sa blessure et de la fièvre qui s'ensuivit. « Je trouverai un moyen de te libérer légalement, Eliza, » promit-il, sa voix portant la même conviction absolue avec laquelle il avait autrefois juré de la protéger des projets meurtriers de Harrington. « Je pétitionnerai le Parlement moi-même si nécessaire. J'utiliserai toutes les relations et faveurs à ma disposition. Je ne te perdrai pas à nouveau, pas à cause de subtilités juridiques après tout ce que nous avons enduré. » En réponse, Eliza mit de côté sa broderie et se leva pour se tenir à côté de son fauteuil, sa main reposant doucement sur son épaule dans un geste qui en disait long sur l'évolution de leur relation. Passant de sa protection unilatérale à un véritable partenariat. « Nous trouverons un moyen ensemble, Sébastien, » corrigea-t-elle doucement, sa voix ferme avec une confiance nouvelle qui s'était épanouie à travers les épreuves qu'ils avaient affrontées. Je ne suis plus la jeune fille à l'abri qui avait besoin de protection sans comprendre le danger qui la menaçait. À partir de ce moment, nous affrontons nos défis en tant qu'égaux, chacun contribuant avec ses propres forces pour surmonter les obstacles qui subsistent entre nous et le bonheur. Sa déclaration, prononcée sans hésitation devant Sébastien et son solliciteur, marquait une transformation de la jeune femme résignée qui avait marché jusqu'à l'autel pour épouser le baron en une femme pleinement consciente de sa propre valeur et de ses capacités. N'étant plus contente que des décisions concernant sa vie et sa sécurité soient prises sans sa participation. Sébastien couvrit sa main de la sienne, reconnaissant sans mots le changement dans leur dynamique, réalisant que sa guérison et leur avenir dépendaient désormais autant de la force d'Eliza que de la sienne. Une prise de conscience qui semblait lui apporter non pas une diminution, mais un soulagement, après avoir porté seul le fardeau de la protection pendant si longtemps. La grandeur austère du palais de justice d'Old Bailey fut le témoin silencieux de l'un des procès les plus scandaleux de mémoire récente, alors que la société londonienne remplissait la galerie publique, les aristocrates côtoyant les roturiers dans leur empressement, à observer le spectacle sans précédent d'un baron accusé d'avoir assassiné 3 épouses et d'avoir tenté d'en assassiner une 4e. Lord Harrington était assis sur le banc des accusés, sa prestance autrefois imposante diminuée par les vêtements de prison qui remplaçaient ses beaux habits, bien que son expression restât d'un dédain hautain alors qu'il observait les débats avec l'air d'un homme convaincu de son immunité malgré les preuves accumulées contre lui. L'accusation avait présenté un dossier accablant au cours de plusieurs jours, avec les témoignages de domestiques qui avaient été témoins de circonstances suspectes entourant la mort des précédentes Lady Harrington, d'un chimiste qui confirmait l'achat régulier par le baron de composés inhabituels, et d'experts médicaux qui trouvèrent les symptômes décrits compatibles avec des poisons spécifiques plutôt qu'avec les causes naturelles inscrites sur les certificats de décès. Le moment culminant arriva lorsque Eliza Blackwood monta à la barre,
son sang-froid remarquable alors qu'elle faisait face à l'homme qui avait tenté de mettre fin à ses jours, quelques heures à peine après avoir prononcé les vœux de mariage. Un silence haletant s'installa dans la salle d'audience alors qu'elle racontait d'une voix claire et assurée les événements de son festin de noces, la coupe inhabituelle présentée à elle seule, le goût amer du vin et, le plus accablant de tout, l'aveu spontané du baron lors de leur bref moment seul au manoir de Blackwood, quand il croyait qu'aucun témoin n'était présent. « Vous auriez dû mourir tranquillement, ma chère. 3 épouses précédentes l'ont fait, » cita-t-elle, son regard fixe ne quittant jamais le visage du baron alors qu'elle répétait les mots qui avaient révélé sa véritable nature et confirmé les soupçons de Sébastien. Il m'a dit qu'il finirait ce qu'il avait commencé, et que le duc de Thornfield serait pendu pour cela. Son intention de m'assassiner et de faire accuser sa grâce a été explicitement déclarée. La galerie éclata en murmures choqués à ce témoignage, les dames pressant des mouchoirs sur leurs lèvres tandis que les messieurs échangeaient des regards sur M. Bremner. Le scandale d'un père du royaume démasqué comme un meurtrier en série, éclipsant même les circonstances inhabituelles d'une épouse témoignant contre son mari dans une société où une telle action en justice était presque sans précédent. Le juge, un homme sévère avec 4 décennies d'expérience, écouta avec une attention grave avant de se tourner pour aborder la question juridique qui avait plané sur les débats depuis leur commencement. Étant donné la nature extraordinaire de ces crimes et les preuves accablantes présentées, je déclare par la présente que la tentative de meurtre de son épouse par le baron Harrington constitue un motif d'annulation immédiate du mariage. Lady Harrington reprendra désormais légalement son nom de jeune fille, Blackwood, et sera libérée de toutes obligations et liens avec l'accusé. La déclaration envoya de nouvelles ondes d'étonnement à travers la salle d'audience. Une telle décision représentant une rupture radicale avec les précédents établis concernant la dissolution du mariage, mais l'expression du juge n'admettait aucune discussion alors qu'il continuait. Le prisonnier sera renvoyé à Newgate en attente de sa sentence, qui, compte tenu de la gravité et de la multiplicité de ses crimes, entraînera sans aucun doute la peine maximale prévue par la loi. Alors que les gardes s'avançaient pour escorter le baron hors du box, il se jeta soudainement vers la barrière qui le séparait de l'endroit où Sébastien était assis au premier rang de la galerie, son visage contracté par une fureur malveillante alors qu'il crachait ses derniers mots venimeux. « Vous ne serez jamais heureux, Thornfield. Vous avez volé ce qui est à moi. Même de la tombe, je trouverai des moyens d'empoisonner la joie que vous pensez construire sur ma défaite. » Sébastien se leva de toute sa hauteur. Ses yeux gris froids, alors qu'il regardait l'homme qui avait causé tant de souffrance, sa voix portant clairement à travers la salle d'audience silencieuse, alors qu'il livrait sa réponse. « Elle n'a jamais été à vous, Harrington. Aucun être humain n'appartient à un autre, quels que soient les documents ou les cérémonies. La loi vous l'a peut-être temporairement lié, mais son cœur et son esprit sont toujours restés libres de votre emprise. » Le baron fut emmené enchaîné. Sa position autrefois puissante dans la société détruite à jamais, par les preuves de ses crimes et la révélation publique de sa véritable nature. Alors qu'Elisa descendait de la barre des témoins, Sébastien s'avança pour lui offrir son bras en soutien, leur départ unifié de la salle d'audience représentant non seulement le triomphe de la justice sur la vilenie, mais aussi la liberté durement acquise de poursuivre le bonheur qui leur avait été refusé par la tromperie et la menace. Au-delà des portes imposantes d'Old Bailey, la lumière du soleil d'automne les accueillit avec une chaleur inattendue, semblant annoncer un nouveau départ, libéré des ombres qui les avaient hantés tous les deux pendant bien trop longtemps. 3 mois plus tard, le printemps arriva à Thornfield Hall dans une glorieuse explosion de couleurs et de parfums, nulle part plus évidente que dans la roseraie murée
où des générations de duchesses avaient cultivé des variétés rares et magnifiques. Le froid de l'hiver s'était complètement retiré, laissant derrière lui un soleil chaud qui faisait éclore les plus magnifiques fleurs des buissons soigneusement entretenus, créant un paradis privé de fleurs pourpres, roses et blanches nichées entre d'anciens murs de pierre recouverts de variétés grimpantes. Sébastien guida Élisa à travers le portail en fer qui séparait cet espace intime des jardins plus formels, sa main chaude et ferme contre le creux de son dos, alors qu'il suivait le chemin de gravier sinueux entre les rosiers méticuleusement taillés et chargés de fleurs odorantes. Les mois écoulés depuis le procès et la condamnation du baron avaient apporté la guérison du corps et de l'esprit, la blessure physique de Sébastien étant depuis longtemps guérie, tandis que les blessures plus profondes de la séparation et de l'incompréhension avaient progressivement cédé au baume de la communication honnête et d'un objectif commun. Eliza était restée à Thornfield Hall tout l'hiver. Sa réputation techniquement compromise par sa résidence dans la maison d'un célibataire, mais les circonstances extraordinaires de son sauvetage d'un mari meurtrier et la convalescence du duc d'une balle reçue pour sa défense avaient fourni une explication suffisante pour faire taire même les voix les plus critiques de la société. « Les roses sont particulièrement magnifiques cette année, » observa Sébastien, alors qu'ils atteignaient un banc de pierre isolé, niché dans une tonnelle de fleurs pourpres si sombres qu'elles paraissaient presque noires à l'ombre tachetée. Mrs. Winters dit qu'elles n'ont jamais fleuri aussi abondamment, comme si elles célébraient quelque chose de spécial. Il guida Eliza à s'asseoir sur le banc, avant de la surprendre en s'agenouillant devant elle sur le chemin de gravier. Sans se soucier des dommages à son pantalon impeccable, son expression soudainement solennelle mais illuminée d'une lumière intérieure qu'elle n'avait aperçue que dans de rares moments de relâchement. « J'ai rêvé de ce moment pendant 2 ans, Eliza Blackwood, » dit-il, prenant doucement ses mains dans les siennes, alors qu'il levait les yeux vers son visage, avec une vulnérabilité nue rarement affichée par un homme de sa position et de son pouvoir. Vous avez connu mon cœur au plus sombre et au plus désespéré. Vous avez été témoin de mes tentatives imparfaites de protection, de mon sacrifice mal avisé de notre bonheur à la poursuite de votre sécurité. Vous m'avez vu au plus faible, tant physiquement que spirituellement, et pourtant vous avez trouvé la capacité de pardonner et de comprendre au-delà de tout ce que je méritais. » Sa voix resta ferme mais s'adoucit d'émotion, alors qu'il continuait, les mots clairement répétés mais non moins sincères pour leur préparation. « Me feriez-vous l'honneur de devenir ma duchesse, non par obligation ou par sauvetage, mais parce que 2 chemins brisés ont enfin convergé? Je n'offre pas la protection d'un titre ou la sécurité de la richesse, car vous avez prouvé que votre force n'a besoin ni de l'un ni de l'autre, mais plutôt la dévotion d'un homme qui a appris par une amère expérience que le véritable amour doit être fondé sur l'honnêteté, la confiance et le partenariat plutôt que sur un simple abri. La lumière du soleil filtrant à travers la tonnelle couverte de roses au-dessus d'eux attrapa les larmes qui montèrent aux yeux d'Élisa, les transformant en diamants qui scintillaient contre ses cils alors que la joie illuminait son visage de l'intérieur. Le douloureux voyage qui les avait menés à ce moment semblait soudain en valoir la peine, chaque étape de séparation et de souffrance nécessaire pour forger la compréhension plus profonde qu'ils partageaient maintenant, leur apprenant à tous deux que l'amour sans vérité n'était qu'une belle illusion, tandis que l'amour trempé par les épreuves et l'honnêteté pouvait résister à n'importe quel défi. « Oui, Sébastien, » répondit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion évidente dans ses yeux brillants. « Je deviendrai votre duchesse, votre partenaire, votre égale en toutes choses. » Elle se pencha en avant pour placer ses mains de chaque côté de son visage. Le geste à la fois tendre et délibéré
alors qu'elles scellaient leur accord par un baiser qui parlait d'un engagement choisi plutôt que d'un arrangement ou d'une obligation, d'un avenir construit sur le désir mutuel et le respect plutôt que sur les conventions sociales qui les avaient presque détruits tous les deux. Les anciennes murs de Thornfield Hall avaient été témoins d'innombrables unions de convenance et de devoirs au cours des siècles, des mariages arrangés pour l'avantage ou la nécessité plutôt que pour l'affection, mais alors que Sébastien se levait pour envelopper Eliza dans ses bras au milieu des roses en fleurs, le domaine accueillait la promesse de quelque chose de bien plus rare et de plus précieux. Une union fondée sur un amour sincère et une compréhension partagée, librement choisie par deux personnes qui avaient surmonté des obstacles apparemment insurmontables pour revendiquer le bonheur qui leur avait semblé autrefois à jamais hors de portée. Thornfield Hall resplendissait dans la gloire du début de l'été, ses pierres anciennes réchauffées par la lumière dorée du soleil, tandis que les calèches remontaient l'allée bordée d'arbres, amenant les invités pour la célébration du premier anniversaire de mariage du duc et de la duchesse de Thornfield. La grande demeure avait été transformée pour l'occasion. Chaque pièce remplie de fleurs des jardins du domaine, la salle de bal préparée pour la danse et la salle à manger formelle dressée pour un festin qui rivaliserait avec n'importe quel autre dans la société londonienne. Pourtant, l'atmosphère différait nettement de la formalité tendue qui avait caractérisé la plupart des rassemblements aristocratiques, une chaleur et une affection sincères étant évidentes dans les salutations échangées entre les hôtes et les invités, alors que Sébastien et Eliza accueillaient personnellement chaque arrivée, leurs mains jointes dans une démonstration subtile mais significative de leur profonde connexion. Une année de mariage n'avait fait qu'approfondir le lien entre eux, leurs épreuves partagées, créant un fondement de confiance et de compréhension plus rare que l'ancien titre que portait Sébastien. La transformation d'Eliza était particulièrement remarquée par ceux qui l'avaient connue avant son premier mariage désastreux. La fille calme et obéissante de Lord Blackwood, remplacée par une femme confiante, dont les yeux d'émeraude pétillaient d'intelligence et de joie alors qu'elle se déplaçait parmi ses invités avec une autorité gracieuse. Lorsque le dîner fut annoncé, Sébastien conduisit Eliza à la tête de la magnifique table, où le cristal et l'argenterie brillaient à la lueur des bougies, l'assemblée s'installant à sa place avec des sourires d'anticipation. Alors que les serviteurs remplissaient les coupes de vin fin pour le toast d'anniversaire traditionnel, une ombre momentanée traversa le visage d'Eliza, le souvenir d'une autre coupe et d'un autre toast assombrissant brièvement son expression, avant que la main de Sébastien ne couvre la sienne pour la rassurer. Le geste observé et compris par les quelques invités qui connaissaient toute l'histoire de leur voyage vers le bonheur. Sébastien se leva, levant sa coupe de cristal dans un écho délibéré de ce moment antérieur et fatidique, mais avec une intention et une émotion entièrement différentes imprégnant le geste. « À ma duchesse », proclama-t-il, sa voix profonde portant facilement à travers la salle à manger silencieuse, qui m'a appris que la protection sans la confiance n'est pas de l'amour. La leçon a été durement acquise, mais infiniment précieuse, tout comme la femme qui l'a dispensée. Les invités assemblés levèrent leurs verres en réponse, murmurant leur accord alors qu'Eliza se levait à côté de son mari, sa propre coupe tenue haute, tandis qu'elle offrait son toast complémentaire. « Et à mon duc, » répondit-elle, sa voix claire et assurée avec une confiance qui aurait été inimaginable chez la jeune femme qu'elle avait été 2 ans plus tôt, qui m'a montré que parfois le poison et le remède viennent de la même main. Leur séparation nous a presque détruits tous les deux, mais nous a finalement sauvés pour ce moment et tout ce qui suivra. Ils burent ensemble sans peur ni hésitation, le simple acte de partager du vin transformant ce qui avait été autrefois une arme en une célébration, entourés d'amis qui avaient été témoins de diverses étapes de leur parcours et comprenaient la signification de ce renversement symbolique. Plus tard, alors que la soirée s'adoucissait et que les invités se dispersaient vers la salle de bal pour danser ou le salon de cartes pour des divertissements moins énergiques,
Sébastien trouva Eliza dans sa bibliothèque, la pièce qui avait été témoin à la fois de sa tentative désespérée de la sauver du poison et de sa convalescence fiévreuse de la balle qu'il avait reçue pour la défendre. Elle se tenait devant les étagères, plaçant soigneusement plusieurs volumes dans sa collection, l'intégration de ses livres avec les siens étant une représentation visible de la manière dont leur vie avait fusionné au cours de l'année écoulée. Il se plaça derrière elle, ses bras encerclant sa taille, alors qu'ils contemplaient tous deux la collection mélangée, ces minces volumes de poésie et d'études botaniques maintenant confortablement nichés à côté de ces tomes plus lourds sur l'histoire et le droit. À travers les hautes fenêtres, la dernière lumière dorée du soir d'été illuminait leurs reflets. Deux silhouettes ne faisant qu'une sur fond de cuir et de parchemin qui représentaient la sagesse accumulée des générations. Eliza se tourna dans le cercle de ses bras pour lui faire face, une main se levant pour toucher sa joue, tandis que l'autre venait se poser sur son ventre légèrement arrondi, où la première preuve visible de leur avenir avait commencé à se manifester au cours des dernières semaines. Le geste n'avait besoin d'aucune explication, la joie dans les yeux de Sébastien, alors que sa main se déplaçait pour couvrir la sienne, exprimant plus que les mots ne pouvaient le dire, alors que le duc et la duchesse de Thornfield se tenaient silencieusement ensemble dans la chaude lumière de la bibliothèque, leur voyage du poison au remède, de la séparation à l'union, des secrets à la vérité maintenant complets dans la promesse d'une nouvelle vie qui continuerait l'héritage pour lequel ils s'étaient si farouchement battus contre des obstacles apparemment insurmontables.